Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à ces rendez-vous, à ces plateaux de la Fondation. Et bienvenue à ce qui est notre dernier plateau de l'année scolaire 2017-2018. Aujourd'hui, justement pour terminer en beauté, nous allons nous tourner vers l'avenir résolument avec un thème qui est dans l'actualité immédiate du moment, puisqu'il s'agit des robots et des seniors, avec une question en forme de clin d'œil. Est-ce que demain, les robots auront la carte senior ? Alors ça vient clore le mois de juin très digital de Paris, avec le salon Vivatech dont il a été fortement question, avec la Healthcare Week de la semaine dernière qui a montré que décidément l'univers de la santé au sens large était en train résolument d'entrer dans l'ère digitale, dont la robotique est une des composantes. Et donc, une des questions qu'on voudrait échanger, sur laquelle on voudrait échanger avec vous aujourd'hui, c'est finalement de se dire, est-ce que les robots vont s'imposer dans l'univers de l'accompagnement des personnes fragiles ou très âgées, au domicile, en établissement ? Est-ce que définitivement, les images qu'on a tous en tête venant du Japon ou de la Corée de robots se substituant à des infirmières ou des aides-soignantes dans les établissements, est-ce que c'est une fiction ou une réalité ? Et qu'est-ce que les technologies aujourd'hui permettent de faire ? Alors, derrière ça, il y a évidemment beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de peur, de fantasmes. Et on n'est pas très loin de l'ère de la science-fiction. Et donc, je pense que c'est un sujet sur lequel c'est important de revenir aussi à des réalités très concrètes et humaines de ce qu'il est possible, faisable, souhaitable de faire. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que nous avons voulu, comme on le fait toujours au sein de la Fondation et sous l'égide de son conseil scientifique, partir d'une approche résolument concrète et inspirée de ce qui se passe d'ores et déjà en établissement. C'est évidemment sous l'animation experte de Serge Guérin que le débat va avoir lieu avec Frédérique Pin, que vous connaissez désormais, qui est directrice de l'innovation et de la recherche à l'école de design Strat. Frédérique qui a emmené l'ensemble du conseil scientifique de la Fondation il y a un peu plus d'une semaine, voilà, pour un séminaire d'immersion dans l'univers de la robotique. Et donc, Frédéric, vous allez nous dire ce que l'on peut retirer de cette expérience, de cette immersion, et quelles sont les perspectives que l'on peut tracer. Deuxième intervenante, c'est Céline Gaffier, qui elle est psychomotricienne à Corian-Croix-Périgord, et que je remercie d'avoir accepté de porter ici un témoignage vraiment directement inspiré de la vie en établissement, donc on confronte les univers. Et puis enfin, il nous fallait évidemment un technologue, technophile, voilà, de haut vol, avec Rodolphe Gélin, qui est concepteur de robots et vice-président en charge de l'innovation chez SoftBank Robotics. Donc voilà, 3 univers, celui de l'établissement, celui de la recherche et de l'innovation en design et celui de la robotique, pour illustrer un thème qui est certainement un des grands thèmes de ces prochaines années. Et puis, une fois cette table ronde que j'imagine riche achevée, avant de conclure, nous voudrions vous faire un retour sur une des thématiques que nous avions abordées cette année. Vous vous rappelez au mois de février sur l'accompagnement de la fin de vie avec Marie de Henzel. Et donc nous avons terminé un livre blanc sur l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD, directement inspiré de l'expérience et du projet que nous vous avons présenté au mois de février. Et c'est Aude qui viendra vous présenter le contenu de ce livre blanc que j'espère nous pourrons exposer et faire connaître dans le cadre du débat en cours sur la révision des lois de bioéthique. Donc vous voyez, tout ce que l'on partage ici, du moins on s'y efforce, participe au débat public sur le grand âge et les questions éthiques. Voilà, je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Serge, à qui je passe le micro. Que de bêtises a-t-on dit en ton nom, ô robot ? J'avais envie de... Vous savez, on aurait pu démarrer toute cette
ce séminaire, tous les travaux qu'on a déjà menés, en repartant de la vieille querelle des anciens et des modernes de l'ami Charles Perrault, expliquant, voilà, les modernes c'est comme ça, les anciens c'est comme ça, et puis on pourrait comme ça passer notre vie à dire ça se passe mal, c'est la pensée magique, la technologie va nous sauver, ou au contraire c'est à cause des robots que tout va mal aller, et ainsi de suite. Voilà, il y a toujours comme ça des tentations pour ne pas penser. Comme disait mon vieil ami Marcel Aimé, quand les mots enflent, il n'y a plus de place pour la pensée. Et donc, le robot, il y a un peu ça quand même. Hein. Ah, le robot, tu te rends pas compte, le robot, c'est la fin de la raison humaine. Le robot, c'est la fin du lien social. Ou au contraire, ah, le robot, enfin, va nous sauver. Ah, enfin, le robot va permettre d'accompagner ces gens si âgés. Mais les vieux, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir avec les robots? C'est pas possible. Les robots, c'est une histoire de jeunes. Enfin voilà, on aurait pu rester comme ça des semaines, des mois, des années autour de ces sujets-là. Et puis on s'est dit, allons dans le vif, allons voir. D'autant plus qu'il y avait déjà eu des expériences qui avaient été menées chez Corian. Donc aussi, tiens, il y a des choses qui sont faites dont les résultats sont ni la catastrophe absolue, ni l'Éden remanifié. Donc tiens, voyons ça. Et puis, on rencontre des gens, personnes, qui travaillent sur le design, qui nous disent « ouais, nous on y réfléchit ». On rencontre des gens qui travaillent dans les robots depuis très longtemps, qui disent bah, « les choses ont beaucoup évolué ». Tout ça pour dire qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être aller un petit peu plus à fond, il fallait peut-être un petit peu tester les choses, il fallait peut-être s'interroger. Donc on a mené tout un travail, d'abord un séminaire où sont venues des questions, Je dis le bon mot. Souvent avec les robots, comme avec toutes les technologies, on a d'abord les réponses. Là, on s'est dit, posons-nous les questions et on verra après s'il y a des réponses. Et si les réponses répondent exactement à ces questions. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Alors, dans les questions, dans les débats, dans les évolutions, il y a eu des découvertes. Par exemple, les gens réagissent à leur manière. Ah oui. Donc, les gens réagissent. Même les vieux réagissent. D'accord. Premier élément. Deuxième problématique qu'on a eue, c'est qu'il y a différentes formes de robots. Et puis il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, qui ont dit, mais moi, en fait, j'avais un regard, et puis mon regard a évolué. Voilà, c'est tout ça qui s'est déroulé pendant ces temps de préparation, et c'est tout ça qui va se poursuivre ici, pendant cette heure et quart de discussion, de rencontre autour de cette problématique, autour des robots. Alors donc, Sophie l'a explicité, on va avoir 3 intervenants. Je vais leur proposer de nous rejoindre, de me rejoindre. De nous, ça fait un peu le type qui parle à la 3e personne. Nous, c'est la 3e ? Ouais, c'est ça. Il y a comme une normalienne, donc je fasse attention aux mots. Hein. Voilà, donc si vous voulez bien, Céline, Frédéric et Rodolphe, bien vouloir me rejoindre. On les applaudit parce qu'elles le méritent. Alors, vous pouvez même vous asseoir, hein, à la cool. Non, tu as envie de rester debout? C'est comme on veut. C'est comme on veut. Alors évidemment, maintenant, on explique que pour la santé, tout ça, vaut mieux rester debout, faut pas trop s'asseoir, c'est vrai, il y a ça, voilà. Sinon, plus de 7 heures par jour assis, vous êtes des sédentaires, je le rappelle. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et après, on pourrait, voilà. Alors, peut-être d'abord, je vais me tourner vers Rodolphe. Merci, d'abord, parce qu'il arrive de l'avion, il était dans des contrées hospitalières quand même. J'étais au Japon, oui. Oui, donc c'est hospitalier, oui. Mais sur lequel on parle d'ailleurs beaucoup. Robot vieux, c'est pas complètement un truc nouveau, quoi. Et donc, on parle beaucoup, oui. Un petit peu quand même. Voilà. Je voudrais. C'est l'un des pionniers, on peut le dire comme ça, l'un des hommes robots d'une certaine manière. Et ça fait très longtemps qu'il est sur le sujet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment, en travaillant sur la question, en fin de compte, votre regard, votre pratique a évolué. On voudrait d'abord rentrer juste sur cette problématique-là. Comment ça s'est passé? Comment vous-même, d'une certaine manière, avez été touché par des surprises? Moi, historiquement, j'ai commencé à travailler au commissariat à l'énergie atomique, à faire des robots pour aller dans les centrales nucléaires. Et le lien avec les personnes âgées est évident, puisque... je n'ai pas la peine que je développe. On envoie toujours les personnes âgées dans les centrales nucléaires. Non, parce que en fait, le problème dans les centrales nucléaires, il y a des endroits où l'homme ne peut pas aller. Donc, c'est des endroits qu'on appelle hostiles. Et donc, on envoie des robots pour faire ce travail-là. Et un des chercheurs, un des fondateurs de la robotique au CEA, qui s'appelait Jean Vertu, a dit, mais il y a des gens pour qui le monde qui nous entoure est hostile. C'est les personnes handicapées, lourdement handicapées. Et il a eu l'idée d'utiliser ces robots au lieu d'aller téléopérer et d'aller manipuler des objets radioactifs, d'aller manipuler des objets du quotidien, mais pour des gens qui ne savaient pas, qui ne pouvaient plus avoir l'usage de leurs bras, par exemple, et de leurs mains. Et puis après, donc, j'ai beaucoup travaillé sur ces robots d'aide aux personnes handicapées. Et puis, les personnes âgées étant
voilà, une certaine sorte de personnes handicapées. Quand je suis passé chez, à l'époque, Aldébaran, hein, donc fabricant du robot humanoïde Nao, que vous connaissez peut-être, j'étais en charge du projet Roméo, qui était justement de développer un robot pour aider les personnes âgées, donc un robot humanoïde. Et là, voilà, j'ai découvert que, en fait, il y avait une attente beaucoup plus grande qu'on pouvait l'imaginer. Alors, contrairement à une idée qui est reçue, les robots ne sont pas beaucoup mieux acceptés au Japon que dans nos pays à nous. Ils sont un tout petit peu mieux acceptés et très superficiellement. C'est-à-dire qu'en superficie, quand vous croisez une personne âgée la première fois, en lui disant que vous voulez lui donner un robot, elle dit ça va pas, jamais de la vie, je ne saurais jamais m'en servir, c'est déshumanisant. Et puis quand vous leur montrez un vrai robot, un petit robot sympathique comme ceux qu'on a fait, eh ben c'est fini. Ils en veulent, et tous les essais qu'on a fait avec Strat dans des hôpitaux l'année dernière montrent que les gens sont demandeurs de cette interaction avec le robot parce qu'ils comprennent que le robot ne va pas être une menace pour eux. Dans le pire des cas, ça sera un truc qui leur servira à rien. Et dans le meilleur des cas, c'est un truc qui va les distraire et même les aider. C'est quoi la proportion entre ça sert à rien et ça va... Alors, je ne sais pas si tu as des chiffres. Moi, je dirais que c'est pour les personnes âgées qu'on a vues vraiment, c'est, je pense, 80% des personnes qu'on a croisées, des personnes vraiment âgées, alors, il y a toujours un petit biais quand on fait des expérimentations comme ça, parce que c'est des personnes qui s'ennuient à l'hôpital, et donc elles ont un nouveau jouet, elles ont des ingénieurs, des ergonomes qui traînent tout autour d'eux, donc ça leur met un peu d'animation. Donc forcément, il y a un biais dans l'évaluation de la satisfaction qu'elles en ont. Mais néanmoins, en revanche, on a vu quand même quelques personnes qui disaient votre truc, ça marche pas, ça m'intéresse pas, et c'était plutôt des patients plus jeunes. Donc des patients plus jeunes qui ont leur tablette, qui ont leur téléphone, et pour eux, un robot, ça prend de la place, ça marche pas aussi bien que leur tablette, donc ils le rejettent. Donc on a vu quand même des gens qui rejetaient cette technologie parce qu'ils n'en avaient pas l'usage. Les personnes âgées, elles disent il n'entend pas très bien, mais moi non plus, j'entends pas très bien, donc je veux bien lui pardonner ça. Et puis je vais passer un peu de temps à lui parler, à comprendre comment je dois m'exprimer pour qu'il comprenne. Et il y a vraiment eu c'était un bon contact qui s'est fait et qui nous pousse à continuer. Mais vous, Rodolphe, très concrètement, entre les représentations que vous pouviez avoir quand vous étiez au CEA et puis l'expérience menée, quelques années plus tard, parce que quand on a discuté ensemble, j'étais surpris, il y avait des mots dont je ne m'attendais pas ou que je n'avais pas lu auparavant quand vous en parliez. Comme s'il y avait eu aussi, progressivement, aussi une découverte, peut-être de plus de complexité ou d'un rapport différent. Vous-même, vous avez évolué par rapport à tout ça. Alors, c'est sûr que pour une bonne partie, en tant qu'ingénieur, ce qu'on a envie de faire, c'est le robot qui fait des sauts périlleux, c'est le robot qui est très habile de ses mains, qui fait des choses extraordinaires. Donc là, l'ingénieur qui fait des robots, il a envie de faire des robots très performants, qui vont faire des tâches très compliquées à la place des gens. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la partie interaction homme-machine, cognition, compagnon est encore plus importante. Et les gens qui avaient ce robot toute la semaine dans leur chambre, au-delà de la fonction l'aide que le robot aurait pu leur apporter, ça leur faisait une présence. Alors, ça fait parfois un peu de mal à entendre parce que comment vous pouvez comparer la présence d'une personne avec la présence d'un robot? C'est vrai, c'est moins bien, mais c'est mieux que rien. Et les gens, il y a certains des patients qui s'en étaient vraiment fait un ami de ce robot, qui lui parlait. Alors, le robot ne comprenait pas grand-chose, il ne répondait pas grand-chose, mais néanmoins, ça faisait une présence un peu comme un animal, en fait. Et c'est vraiment cet usage-là, l'ingénieur de base, il y pense pas parce que c'est pas super intéressant de développer un robot qui dialogue. En fait, c'est pas la performance technique qui compte, c'est justement l'usage. Les formes de lien, et on y revient. Un truc bête, mais ça s'appelle l'usage. Voilà. Et c'est pour ça que travailler avec des gens de terrain, c'est super important. Ah oui. Belle transition, parce que en effet, un des éléments, c'est de se dire, voilà, il y a des techniques. Alors, on pourrait discuter à n'en plus finir jusqu'où pourra aller cette technique. Mais c'est toujours pareil, à un moment donné, il y a l'être humain. Comment ça fonctionne, l'interaction entre les deux? Alors, il y a des êtres humains, vous disiez, les robots, il y a des êtres humains aussi qui ne comprennent rien quand on leur parle. Après tout, il n'y a pas que les robots. Hein, voilà. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, je voudrais bien que vous nous parliez de cela, comment l'expérience s'est déroulée, comment une école de design qui a plutôt des jeunes étudiants, et comment du coup on vient sur l'idée du robot, je présume que ça les intéressait, mais robot et vieux, peut-être que ça a surpris un petit peu.
Alors déjà, je vais vous dire un bon commentaire, effectivement, rétrospectivement, après 5 ans de travail sur le projet Roméo, c'est qu'effectivement, il s'est passé des choses dans l'évolution des imaginaires sur les robots quand même en 5 ans. Et il y a 5 ans, proposer à nos étudiants de travailler sur les robots, bon, ils étaient intrigués, ça les intéressait, mais... Et puis après, on leur disait, et en plus, on va travailler avec les seniors. Bon. Donc, et en fait, en 5 ans, maintenant, on a des stagiaires dans notre équipe de recherche. On a des enseignements en robotique en 5 ans. Ça s'est radicalement, complètement changé. Et moi, je me souviendrai toute ma vie du démarrage du premier partenariat qu'on a eu avec Corian. Premier partenariat super intéressant sur c'est quoi... je me souviens que le sujet, je me souviens plus. On a travaillé sur plein de choses ensemble, donc c'est fantastique. Mais je vais arriver à la réponse, je te promets. Et donc, on a introduit en fait le sujet en leur disant voilà, quand on travaille pour les seniors, je travaille pour mes grands-parents, je travaille pour mes parents, mais finalement c'est pour moi que je travaille. Et là, à partir de là, il y a une magie s'est opérée et on a fait des très beaux sujets. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet de se dire de travailler pour les seniors, oui, bon, je préfère travailler pour Nike, pas du tout. Donc ça, c'est le premier enjeu, et le deuxième, c'est les robots. Donc les robots, il y a quelque chose de particulièrement sexy dans la dimension du robot. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, les designers, on travaille pour rendre le monde plus simple, plus juste et plus beau. On est toujours sur ces 3 dimensions-là. Mais l'être humain, il est quand même un peu complexe. Donc il ne faut pas que ce soit trop juste, trop beau, trop simple. Il faut qu'il y ait ce petit twist derrière, et c'est ce qu'on appelle en design la tension. Et quand on parle des robots, mais ça pique tout le temps. Et ça, les designers, ils adorent. Ils adorent quand ça pique, parce qu'il faut aller derrière, il faut aller sur le côté obscur, il faut aller gratter dans les imaginaires. Et Dieu sait si les imaginaires sont très chargés et très lourds. Et donc ça, on adore. Ça, c'est vraiment un point très intéressant. Et puis, quand on a commencé le projet Roméo, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on était tellement chargé d'imaginaire sur les robots, les personnes âgées. Mais quel scandale de mettre des robots dans les maisons de retraite. C'est tellement mieux la relation humaine. Bah oui, mais il y a une magie qui s'opère, effectivement. Et nous, on a découvert des nouveaux territoires. Et effectivement, un robot, c'est pas forcément pour ramasser la personne âgée qui est tombée par terre. C'est pas forcément pour lui rappeler toutes les 2 heures pour prendre un verre d'eau. En fait, on a découvert que le robot, c'est une espèce de médiateur de quelque chose de complètement nouveau. Et nous, ce qu'on adore en design, c'est les découvertes surprenantes. Et là, quand on a de la matière pour travailler, pour faire des nouvelles relations. Et moi, je me souviendrai aussi très bien de ces démarrages et donc à quoi ça sert. Et, pour revenir à ta question, moi, les territoires qui m'ont vraiment surpris, c'est de sortir de ces dimensions de santé et sécurité dans lesquelles on plug le robot dans ces dimensions de relation avec les seniors, et c'est de découvrir ces nouveaux territoires d'interaction où effectivement, d'un seul coup, le robot, il est là, et même s'il ne bouge pas. Et d'ailleurs, c'est tout un enjeu à SoftBank aussi de savoir qu'est-ce que fait un robot quand il ne bouge pas. Ça, c'est quelque chose, parce que quand une personne ne bouge pas dans une pièce, même si elle ne bouge pas, ça ne nous dérange pas. Mais un robot qui ne bouge pas dans une pièce, c'est pas comme une chaise qui ne bouge pas. On se demande ce qu'il fait quand même. Parce qu'on ne sait pas s'il est éteint, si elle a mis, si ceci, si cela. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Et donc pour répondre sur les personnes âgées, moi j'ai une très belle découverte surprenante justement dans les travaux qu'on a fait. Et puis après, on va en parler beaucoup parce que je suis venue avec mon équipe de recherche qui est ici présente, et Johanna et Isa. C'est qu'en fait, le robot, c'est aussi un médiateur avec l'extérieur. C'est-à-dire que les maisons de retraite dans lesquelles on a travaillé, d'un seul coup, c'est vrai, faut être réaliste. Si moi, ma mamie, elle a un robot là, dans la maison de retraite, c'est clair que je vais y aller tous les week-ends. Parce que, waouh, mamie, elle a un robot avec elle dans sa maison de retraite, tout de suite, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est d'un seul coup, c'est une ouverture vers l'extérieur qu'on n'avait pas prévue. Donc ça veut dire que on va pas designer le robot de la même façon, on va pas lui donner les mêmes fonctions si c'est d'un seul coup une ouverture vers l'extérieur. Alors si le petit enfant vient, mais du coup parle jamais à mamie et juste joue avec le robot, c'est pas non plus... Alors après, il faut voir comment se fait les relations. Mais on a aussi identifié qu'en fait, le robot, il pourrait commencer une discussion. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas vu mamie de la semaine, ou j'ai pas vu mamie du mois. Je vais la voir une fois par mois. Quand je rentre dans la chambre, il y a un moment, on dit qu'est-ce qu'on se dit, quoi ? Bonjour mamie, ça va ? Non, on dit pas ça va, ok. Alors. Et donc le robot pourrait démarrer, dire tiens, il s'est passé ça aujourd'hui, et hop. Enfin, on peut imaginer des tonnes de choses. Je dis pas que c'est des solutions.
Comme disait Rodolphe, aujourd'hui, on est en train de découvrir des territoires complètement inexplorés. Et c'est ça l'intérêt vraiment de ce travail-là, c'est d'arrêter de dire il faut pas y aller, il faut y aller parce que justement, il faut qu'on découvre ces territoires inexplorés. On est donc avec des explorateurs. C'est quand même Absolument. Voilà. Alors, dans les explorateurs, il y a une équipe d'explorateurs chez Strat, et il y a Isabelle et Johanna, et j'aimerais bien justement vous nous disiez un petit peu sur quelques éléments, parce que vous avez travaillé depuis plusieurs années, vous avez travaillé à la fois sur la recherche, mais aussi avec des étudiants, et donc un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, et quelles ont été peut-être d'abord tout simplement vos premières surprises. Qu'est-ce qui vous a surpris? À quoi vous attendiez? Alors, vous n'allez pas passer 1 heure à vous passer le micro, mais allez-y. Enfin, je suis surprise de la question. Non, il y a une des premières choses qui nous a beaucoup surpris quand on a mis les robots, qui étaient le robot Pepper, dans les chambres d'hôpitaux, c'est la politesse des gens par rapport aux robots. Ils passaient leur temps à lui dire bonjour, merci, c'est gentil, est-ce que tu peux me dire ça? Et pourtant, comme le disait Rodolphe, le robot, des fois, il avait un peu du mal à répondre, il a posé les bonnes questions, ou il réagissait pas, mais à chaque fois, c'était s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire Voilà, et ça nous a beaucoup surpris, ce rapport-là entre cet objet qui faisait pas grand-chose et les personnes qui étaient là et qui vraiment jouaient le jeu là-dessus. Et dans les personnes qui voulaient pas des robots, parce qu'on a aussi quelques personnes qui ont pas du tout voulu voir le robot. Quand même, on a réussi à convaincre 2 personnes de le voir quand même. Et après, on a passé un entretien avec ces 2 dames de nous expliquer qu'est-ce que c'était cette barrière. En fait, il y avait quelque chose d'assez honnête qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'ils avaient peur qu'ils vont être perturbés dans le traitement, ce qu'on peut comprendre, et d'autres qu'ils ont, en fait, c'était pas comme ça qu'ils voyaient le robot, en fait. Donc du coup, là où une fois qu'ils l'ont vu, ok, là je peux peut-être commencer à discuter. Et peut-être aussi un point qui disait Isabelle, c'est très facile pour ces gens de jouer le rôle de dire bonjour. C'est un rôle social, un jeu social, de dire ah salut, t'es mignon, etc. Mais après on oublie qu'on joue en fait et qu'on le fait vraiment. Donc avec une caméra qu'on a laissée 1 heure par jour, on a pu voir des choses extraordinaires qu'on ne pensait pas du tout qui peuvent se passer dans cet espace-là. Et donc du coup, est-ce qu'il y avait presque une relation plus facile du coup entre ces personnes et ce robot qu'il aurait pu avoir avec d'autres personnes? C'est ça que vous avez pu voir ou... Je ne sais pas si c'est si simple de répondre à cette question de cette façon-là, mais c'est exactement ça, c'est l'effet de présence. C'est aussi un dispositif qui a une tablette, donc du coup, il y avait quelque chose qu'on pouvait faire, la radio. Vous voyez, c'est comme vous êtes dans un hôtel et il y a le piano, il y a quelqu'un qui joue le piano là et qui fait une ambiance, on ne l'écoute pas, mais on l'entend. C'est un peu ça aussi le robot parfois. C'est une présence qui nous amène quelque chose, une atmosphère. Et parfois, en fait, parce qu'il faisait très très chaud, on a vu que les gens ont tiré Pepper de la prise et ils ont mis un ventilateur. Donc là, ça nous dit, oh bah voilà. Donc à un moment donné, on a des chaud. priorités donc, aussi, voilà, il y a d'autres choses aussi qui se passent. Alors, Johanna est très fine parce qu'en même temps, en nous parlant du piano dans l'hôtel, elle me permet de rappeler que Sophie Boissard, ici présente, est à l'origine du fait de mettre des pianos dans les halls de gare, qui a créé en effet une relation. Non mais c'est vrai, ça a créé une relation. C'est marrant parce qu'on l'a tous vu, qu'on soit mélomane ou pas, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait et c'était aussi une manière de créer du lien. Donc en effet, à chaque fois qu'il y a comme ça un intercesseur, humain, pas humain ou autre, il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose, intercesseur. Mais souvent, moi j'entends, Rodolphe, vous avez dû l'entendre aussi, ils ont dit, mais d'accord, vous mettez des robots, mais si vous mettiez des animaux, par exemple, est-ce que ça ne serait pas aussi bien, est-ce que ça ne serait pas mieux? Est-ce que vous avez eu aussi ce type d'interrogation? Oui, puis ça existe hein, aussi. J'ai vécu aux États-Unis pendant quelques temps, et là-bas, ils sont très... ils aiment beaucoup les chiens, les Américains. Et à la bibliothèque, à midi, ils organisent des séances pour caresser les chiens, pour relaxer les gens. Donc, c'est très bien. Mais est-ce que qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça aussi la question. Pourquoi mettre un chien? Pourquoi mettre un robot? C'est toujours se demander qu'est-ce qu'on veut, je pense, avant de répondre robot ou chien ou autre chose. Donc, voilà. Isabelle, la grande supériorité du robot sur le chien, c'est quoi? C'est le fait que c'est moins sale, il n'y a pas de poils. Ben voilà. Enfin, on peut peut faire un robot avec des poils. Au quotidien, voilà, quelqu'un sans poils, c'est vachement intéressant. Pardon. Et voilà. Mais c'est une vraie question en hôpital. Hein. Oui.
Oui, par exemple, bien sûr. En maison de retraite, puisqu'il y a vraiment des questions d'hygiène qui entrent en jeu. Donc voilà, c'est une première réponse. Et il y a aussi le fait, je pense que le robot, au final, ça peut il y a un rapport statut objet-sujet avec le robot qui fait qu'on peut se servir comme d'un objet. Et on a reçu, nous, à l'école, il y a une quinzaine de jours, une chercheuse qui s'appelle Véronique Auberger, qui disait que c'était un moyen de revenir vers l'humain. Et on en revient un peu à ce que disait Frédéric tout à l'heure. Je pense que le robot est vraiment un moyen de revenir vers l'humain. Ça devient une espèce de plateforme qui permet de faire rencontrer des générations, discuter avec le soignant, le lien entre le soignant, le médecin et le patient. Et du coup, ça facilite peut-être ce rapport-là. Et quand on n'a plus besoin de robots, peut-être on revient vers son voisin, on revient vers l'humain. Une anecdote encore de terrain, on a travaillé pas seulement sur les personnes âgées, mais aussi sur beaucoup des jeunes handicapés, donc des gens un fauteuil roulant. Et il y a un qui voulait absolument faire quelque chose avec Nao, parce qu'il le voulait sur son fauteuil roulant. Comme ça, il pensait que les gens vont parler sur le robot et pas sur son handicap. Et les gens vont plus le voir comme une personne handicapée, mais quelqu'un super cool qui avait un robot sur son fauteuil roulant. Donc c'est encore une fois un prétexte pour discuter qu'est-ce que c'est aujourd'hui être âgé, être handicapé, et de se poser les bonnes questions avec... voilà, c'est juste un prétexte peut-être. Céline, en écoutant ce qui vient d'être dit, est-ce que vous, de votre expérience, qui était justement dans un établissement près de Tours, est-ce que vous y retrouvez dans ce qui a été dit ? De ce que vous avez vécu, vous, en mettant en place justement une autre expérience. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur l'établissement du coup, où je travaille, donc Corian-Croix-Périgord à Saint-Cyr, on a eu la chance d'avoir en essai un robot d'aide à la mobilité, donc de l'entreprise Compaille Robotique, donc avec une idée de déployer ce robot pour aider les personnes à marcher et voir comment les personnes réagissaient par rapport à ce robot. Et c'est vrai que les résidents sont très enthousiastes à l'idée d'avoir un robot qui leur permettrait de se déplacer, de pouvoir aller et venir dans l'établissement, avec cette idée que c'est quelque chose de cool. J'appelle les petits-enfants, tu sais pas quoi, comme vous disiez tout à l'heure, mamie, elle a marché avec un robot aujourd'hui. C'est hyper valorisant, en fait. Les personnes se sentent valorisées et il y a quelque chose de vraiment nouveau qui s'installe. Après, dans les réactions, c'est vrai que les résidents voyaient davantage un objet un peu gadget, sans vraiment voir à quoi ça sert, c'est-à-dire pas du tout voir, donc du coup pour ce robot d'aide à la mobilité, pas voir l'aspect thérapie fonctionnelle, un peu un déambulateur 2.0 qui va m'aider à marcher, mais voir plutôt qu'est-ce que c'est que ce gadget. Donc c'est vrai qu'en plus, nous, c'était un mulet, c'était un prototype. Il n'était pas beau du tout, c'est ça ? Il était très moche, il était horrible, c'était une petite caisse avec une tête, on aurait dit un ballon de foot. D'ailleurs, des résidents ont cru que c'était un ballon au début. Mais ça suffisait en fait. Ça suffisait, c'était quelque chose avec une nouvelle technologie qui leur permettait de découvrir autre chose. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que toute l'équipe pluridisciplinaire, on s'était dit, les résidents seront technophobes. On s'était dit, ils ne voudront pas. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu une vraie volonté de je veux marcher avec le robot, moi aussi je veux essayer et je veux voir ce que ça fait. Donc c'est vrai qu'après, il y a eu des choses un peu rigolotes. Donc, vous parliez tout à l'heure d'usage, où du coup le robot prend un nouvel usage que le résident décide. Donc il y avait une petite dame qui avait une altération très légère de son efficience cognitive et qui nous avait dit ah non, mais là, vous allez installer des roues tout-terrain, on va mettre des bacs, on va mettre des sacs, et comme ça, je pourrais aller faire mon marché avec. On s'était dit, mais c'est génial en fait. C'est-à-dire que la personne arrive à son âge à se projeter dans le futur avec un robot qui va l'accompagner faire ses courses. Et on s'est dit, bah là, c'est tout gagné en fait. Ils arrivent à se projeter avec un robot, alors que nous, on pensait vraiment que ça allait être compliqué, qu'en face du petit robot, ils allaient se dire, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'ils ont découvert encore ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? À quoi ça va nous servir ? Et en fait, non, absolument pas. Ils ont vraiment été très heureux de pouvoir découvrir autre chose. Et c'était vraiment, quand il est arrivé, c'était l'événement de l'année, quoi. Le robot Compaille arrive, on va marcher avec, on va découvrir ses fonctions, on va voir à quoi il sert. Et c'était vraiment génial. Alors,
comme très souvent, hein, finalement, les gens, ils inventent, monsieur l'ingénieur, ils inventent des usages qui n'étaient pas prévus. Mais depuis le début, depuis qu'on a inventé les technologies, c'est comme ça. Le premier s'appelait le téléphone, et les gens pensaient que ça serait, d'ailleurs, ça devait s'appeler le théâtrophone, parce que l'idée c'était d'écouter chez soi le théâtre. On a bien vu que depuis, le téléphone a eu d'autres utilisations, et que celle-ci finalement est assez peu présente. Ah, bon. Mais dans ce que vous disiez aussi, est-ce qu'une certaine manière, les réticences, elles venaient pas aussi des salariés et peut-être aussi des familles? Alors c'est vrai que forcément un robot qui arrive, la perception des soignants, c'est on va déshumaniser la prise en soin du résident. On va remplacer l'homme par la machine et ça va être l'arrivée des robots et on va tous disparaître. Donc il a fallu vraiment, avec l'équipe Compaille, avec les professionnels, rassurer les soignants sur l'innocuité des robots en EHPAD et de dire... C'est bien, c'est un outil, c'est quelque chose de complémentaire, c'est quelque chose qui pourra dans le futur vous aider à accompagner les résidents et les accompagner autrement. Donc on a soulevé beaucoup dans les groupes de travail le problème éthique qui pouvait se poser avec les robots. Et c'est vrai que j'ai en tête, notamment sur la réaction d'une famille, un mari d'une résidente qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais Céline, vous êtes psychomotricienne et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'empathie, c'est programmable ?» Ok, donc là, voilà, quoi répondre. Donc oui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est un robot permet l'émergence d'une émotion chez un résident. L'émotion va voir le robot. On a fait des tests où, du coup, on télécommandait le robot pour observer de quelle façon les résidents allaient réagir. Donc on le téléguidait, hop, on regardait. Et en fait... on voyait vraiment que les personnes qui d'habitude n'exploraient pas leur environnement, qui d'habitude ne focalisaient pas leur attention sur les différents stimuli qui étaient présents, là d'un coup, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc qui débarque ? Et du coup, il y avait une focalisation de l'attention, il y avait vraiment de l'émotion ou de l'étonnement. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Oh ben il est moche, ou au contraire, il est beau. Waouh, j'ai envie de lui donner un nom, etc. Donc il y a de l'émotionnel, il y a vraiment de l'expression émotionnelle. Et du coup, à ce mari, j'ai répondu oui. C'est sûr que jamais on ne pourra programmer l'empathie sur un robot. Il y a les soignants qui peuvent recevoir les émotions, les analyser et pouvoir un peu faciliter la communication, etc. Mais après, si ce robot permet l'émergence d'émotions chez les résidents, pourquoi s'en priver ? Voilà. Jolie problématique. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Oui, alors le robot, d'autant plus, peut détecter l'émotion qu'il suscite chez l'utilisateur. Alors, c'est la recherche pour l'instant, mais il y a pas mal de labos qui travaillent sur comment le robot peut détecter l'émotion qu'ont les gens en face, et après il va adapter son comportement à l'émotion qui a été détectée. Donc on a un partenaire dans le projet, le LIMSI, qui travaille beaucoup là-dessus, et ça fait que le robot simule l'empathie. Il simule, si vous êtes gai, il va être joyeux, il va parler plus vite, il va parler plus fort, il va faire des lumières plus vives. Si vous êtes triste, eh ben, il va parler plus doucement, il va s'adapter en fait. Et même on s'aperçoit que l'idéal, c'est qu'il ait une idée du profil psychologique de la personne en face de lui, pour, si la personne est gaie, eh ben, être gai avec lui, ou alors la calmer un petit peu en étant un petit peu plus posé, ou alors quand la personne est très triste, est-ce que le robot par pure empathie doit avoir l'air triste aussi, ou au contraire essayer de lui remonter le moral en disant des bêtises. Voilà. Donc on commence à rentrer de la psychologie dans ces machines purement mécaniques. Alors que vous, Rodolphe, jamais vous avez simulé l'empathie. Jamais. 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 Ah, jamais. Alors, mais c'est vrai, et ça nous fait, encore une fois, c'est une question qu'on se fait se poser. On nous dit, mais à ce moment-là, votre robot, il simule. Oui, il simule, mais comme nous simulons tous dans les relations sociales, on fait tous semblant d'être content de revoir Serge. C'est vraiment parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, super et tout. Voilà, donc on fait tous ça. Et donc le robot, il fera pareil, il simulera parce que c'est comme ça qu'on interagit en société. Est-ce que du coup, ça a fait évoluer les personnels, justement ? Le mari de la dame, là, qui du coup s'est dit, bon, ok, l'entourage, mais est-ce que du coup, les personnels qui parfois avaient peur d'une concurrence, finalement, est-ce que, du coup, depuis, est-ce que ça les a aussi fait évoluer ou pas enfin... En fait, les soignants ont été très réticents au début à l'arrivée du robot, se sont demandé pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il va faire. Et en fait, ils ont vraiment pu percevoir les bénéfices. Et en voyant du coup
tout l'engouement des personnes âgées pour le robot, vraiment réussir à utiliser le robot comme, on en parlait tout à l'heure, comme outil médiateur, comme outil facilitateur de la communication. On parlait de nouvel usage. À l'origine, c'était un robot d'aide à la mobilité. Et en fait, juste ce robot qui est présent avec la personne, ça permet de faciliter les échanges, d'avoir une qualité dans l'interaction qui est plus évoluée, où du coup, ça donne un outil médiateur, facilitateur pour les expressions et pour les interactions. Donc c'est vrai qu'on avait eu en plus la chance, donc il y avait ce robot d'aide à la mobilité, et on avait vu également arriver un petit robot qu'ils avaient en essai, qui était un petit robot chat, donc, qui était développé par Hasbro. Et c'est vrai que là... Et du coup, c'est vrai que là, vraiment, au niveau des interactions, on avait pu voir autre chose, notamment entre la famille et les résidents, où du coup, vraiment, on avait des personnes, je me rappelle d'un monsieur qui avait un trouble du comportement, une manifestation avec un comportement moteur aberrant, des déambulations dans l'établissement, et on avait essayé avec ce monsieur qui était avec sa femme. Alors du coup, sa femme, sa présence ne permettait pas de canaliser ce trouble, et il continuait à déambuler. Et en fait, on a mis dans les bras de ce monsieur ce petit robot chat, et là, tout de suite, en fait, il s'est stoppé net, et il a commencé à rentrer en interaction avec le robot. Et ça a permis en fait à sa femme qui était à côté, qui était un petit peu transparente, de pouvoir rentrer et un peu faire une triade de communication entre cet objet médiateur qui était le robot, la famille qui était là, donc la femme de ce monsieur, et le monsieur. Donc réussir à entrer en communication autrement de par cet outil facilitateur, cet objet de médiation. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas longtemps sur le robot Paro, donc qui est le petit phoque tout mignon qui est mis aussi en test et du coup qui est dans plusieurs établissements. Et donc il y a une recherche qui a été faite et qui a montré qu'en fait les interactions étaient de meilleure qualité avec un objet médiateur comme ce petit robot. Du coup, la personne, le résident qui a un robot dans ses mains, le soignant va davantage se mettre en face à face avec elle. Donc favoriser les interactions visuelles, l'analyse de la communication non verbale. Alors que plus facilement, ils ont observé que une personne qui n'a pas d'objet médiateur, que ce soit un robot, une peluche ou n'importe quoi, le soignant va davantage se mettre côte à côte, ce qui limite un peu l'analyse de ce comportement non verbal et limite les interactions visuelles qu'on peut avoir en face à face. Donc ce qui a montré vraiment le bénéfice au niveau de la qualité des interactions entre le soignant et la personne âgée. Et du coup, avec ce robot, sur les peu de jours où on l'a eu en essai, on a pu voir la même chose, où vraiment, il y a des personnes très refermées sur elles-mêmes, que ça soit corporellement ou même qui sont peu expressifs au niveau émotionnel ou même au niveau du langage, qui tout d'un coup, avec un outil médiateur comme celui-là, peuvent s'ouvrir, même s'engager corporellement dans la relation. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Et ça c'est vraiment... donc vraiment une évolution à ce niveau-là, notamment entre donc, cette triade soignant, famille, résident. Bien sûr. Je complète ta remarque. Pareil, nous, dans les derniers tests, c'est des gens qui ne parlaient pas beaucoup et qui faisaient beaucoup d'efforts pour que Pepper comprenne ce qu'il dit, en fait. Mais en tant que chercheur, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe après cette semaine ? Est-ce qu'il y aura toujours ce même effort et comment ces gens, finalement, de quoi ils ont besoin de toujours maintenir le même émerveillement ? Et c'est pour ça qu'en tant que designer, on est très passionné par cette problématique-là, sur cet objet qui va évoluer. Voilà, c'est juste pour dire que oui, en fait, chez nous aussi, c'est passé ça sur d'autres robots. Oui, c'est le biais dont vous parliez tout à l'heure, qui est le biais ou de l'ennui ou de la nouveauté, évidemment, qu'on ne peut pas mesurer comme ça. Alors, il y a, vous savez que nous sommes suivis par des centaines de milliers de personnes à travers non seulement la France, mais déjà les 3 autres pays liés à Corian, d'ailleurs, dont les dirigeants sont là ce soir, et puis dans le monde entier. Je sais qu'il y a le décalage horaire, tout ça, mais enfin voilà, ça se passe comme ça. Et donc là, il y a déjà des questions sur Twitter, donc on va voir la première question sur Twitter. Normalement, elle apparaît derrière. Alors, le mot robot ne fait-il pas trop factice ou binaire ? Alors, qui répond ? Factice ou binaire ?
Binaire, ça veut dire d'un côté ou de l'autre, je présume. Hein. Oui, alors le robot est binaire parce qu'il est programmé en binaire au bout, donc on ne pourra jamais, on pourra jamais vraiment dire qu'il n'y a rien de binaire dans le robot. Ce que j'entends derrière ça, c'est qu'en effet, le robot a c'est vrai que le mot, si tu parlais d'imaginaire, le mot, il a pris un certain poids. Et le fondateur de notre société, Bruno Maisonnier, souhaitait qu'on arrête d'appeler nos robots des robots parce qu'il y a beaucoup de choses très lourdes, surtout dans nos cultures, qui sont accrochées à ce mot-là. Il y a une culture science-fiction quand même voilà. pas hyper positive. Exactement. Et des films et tout ça. Quand même. Ouais. Voilà. Donc, et au Japon, une des grandes... Alors, on a eu un anthropologue spécialiste de l'Asie qui nous a suivis au début du projet Roméo, qui a dit en Asie, en fait, s'ils ils acceptent mieux le robot au début, c'est pas du tout parce que à cause de l'animisme, ils mettent de l'âme dans les cailloux et tout ça. Ils disent ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que les bandes dessinées qu'ils regardaient quand ils étaient petits, les robots étaient gentils. Et du coup, quand ils sont grands, les robots c'est gentil pour eux, alors que nous, c'est Terminator, c'est voilà. Donc on part vraiment avec un handicap dans notre société simplement à cause de ça. C'est pour ça que je dis au début, c'est juste un vernis. Vous grattez un peu, vous montrez un ou deux robots gentils, et les gens ils sont convaincus. Alors, est-ce que chez Strat, du coup, on a réfléchi à un autre mot que robot? Après tout, c'est votre job aussi. Ouais. Vous avez plein de mots. Frédéric, vous en avez quelques-uns comme ça Alors déjà, je voulais rebondir et puis après on dirait sur les autres mots. Effectivement, le mot robot est chargé, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, soit chargé de peur, soit chargé sur d'autres formes d'imaginaire quand on n'est pas dans les mêmes pays, en Asie par exemple. Et pour ces raisons-là, effectivement... Nous, ça remonte au golem, il paraît. Hein, donc, ça remonte à loin, la peur du robot. Et le mot n'existait même pas à cette époque-là. Et il y a même des entreprises, on était à Accenture cet après-midi et on parlait effectivement des robots. Il y a même des entreprises où ils ont décidé de supprimer le mot et il est devenu interdit. Parce que c'était trop chargé, parce que après, qui dit robot, dit IA, dit algorithme, dit traitement de l'information, dit surveillance, dit machin. Et donc en fait, c'est tellement problématique qu'ils ont décidé de l'interdire. Bon, après, on peut en discuter, hein, je ne dis pas que je suis OK avec ça, mais ça va jusqu'à carrément de l'interdiction d'utiliser ce mot-là. Donc pour les autres mots sur lesquels on a réfléchi, même nous, on s'est dit, est-ce qu'on utilise encore ce mot-là? Parce qu'à chaque fois, on projette des imaginaires sur les robots qui sont bloquants pour la réflexion créative aussi. Et en fait, les robots, il faut quand même voir qu'on n'a pas la même réaction avec une table qu'avec un robot. C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas de la même façon, même avec le Roomba, l'aspirateur, là. Et pourtant, il n'est pas très intelligent. Hein. Sachez-le, il n'est pas intelligent du tout, en fait. Il fait un algorithme qui n'est pas du tout traitement de l'information intelligente. Mais voilà, la majorité des gens, quand Roomba arrive dans la maison, c'est pas comme quand on achète une table basse, en fait. Donc, on lui donne un nom, on passe une première semaine à le chercher dans la maison parce que souvent, il se planque, il se coince, il se machin. Et donc, ça devient quelque chose qui est vraiment différent de la table basse, quoi, vraiment. Donc, du coup, ça devient un sujet. Et donc, du coup, ces objets qui ont une vie, ça pourrait être des robjects, par exemple. D'accord. Des robjets. Des robjets. Des objets robots. Oui, d'accord, ok. Oui. Hein Okay. Non, mais je n'étais pas sûre que Serge ait compris. Non, excusez-moi. Le garçon est un peu lent, tout ça, d'accord. Bon, t'as vu mon robjet. D'accord, ok. Autre nom, Yona, Isa Ce département qu'on essaye de construire s'appelle Robotics by Design. On travaille sur 3 types de choses. Donc, on travaille sur des robots qui existent déjà, comme Pepper, comme Nao, comme d'autres qui sont plus de vie de tous les jours. On travaille sur des objets, qui est un terme que Dominique... mais apparemment, il y a d'autres chercheurs qui ont... Mais en même temps, donc on ne sait pas. Voilà, donc bref. Un objet, c'est un objet de tous les jours, comme on l'a dit, la table, la poubelle, qui a un comportement parce que la poubelle va venir à côté de moi. Je mange mon sandwich, elle vient et elle se rend compte que j'ai fini mon sandwich et slack, je jette le truc et puis elle va partir et j'ai dit merci, elle va me dire merci. Voilà, donc on va vivre avec ces objets-là, on va avoir une relation, donc c'est les objets. Et puis un troisième... On ne les a pas trouvés le nom encore, mais c'est des robots qui n'existent pas encore, qui vont créer cette société dans laquelle on va rediscuter qui on est nous, toutes les problématiques d'une écologie. En fait, c'est le mot écologie qu'on utilise aujourd'hui à Strat, écologie de vivre ensemble. Donc voilà, c'est
C'est juste pour compléter un peu. Non, je voulais juste dire que si on est amené à vivre avec des robots tous ensemble, on les appellera pas par leur prénom, donc la question se posera plus. Nous, dans nos expériences, on a même une dame qui voulait appeler le Pepper du nom de son mari. Donc, Qui est mort, qui était mort. Non, en fait, voilà, je me suis posé la question. Je m'étais posé la question. Je me suis dit peut-être que c'est son défunt mari qu'elle va appeler le robot du même nom. Et en fait, j'ai demandé à l'ergothérapeute. Et en fait, non, son mari était bien vivant, mais elle voulait appeler le robot du prénom de son mari. Donc, la question du robot par robot se posera plus. Ça sera... Voilà. Et vous, Céline, est-ce qu'il y a eu aussi cette tentation, cette manière de faire, de donner un nom, puisque les gens les appréciaient, les appréhendaient. Donc du coup, il y a eu aussi ce transfert ou pas ? Alors, donner un nom, oui. Et surtout, en fait, comme je l'ai dit, c'était un prototype qu'on avait. Donc, ils avaient collé des petits yeux et un petit sourire. Donc, envie de l'humaniser un petit peu plus, qu'il ait des couleurs différentes, puisque c'était un prototype. Oui, donc cette envie un peu de le personnaliser et que, quelque part, ça leur appartienne aussi et qu'ils aient un peu donné leurs idées pour le faire évoluer. Donc oui, et on a eu des petits noms sur le petit robot. Cette envie de le personnaliser et qu'il y ait un autre lien qui se crée autre que c'est un robot, quoi. D'accord, c'est aussi une manière d'appropriation. Est-ce que... il y a une autre question Twitter. Quelles sont les limites posées par les personnes âgées vis-à-vis des robots ? Les limites posées par les personnes âgées vis-à-vis des robots. Alors, il y en a une. Alors, il y a les problèmes de taille, mais il y en a une plus fondamentale qui est je veux pas que le robot décide pour moi. Et ça, et pour moi, c'est ça le vrai point dur qu'on va rencontrer. Et dans la série Real Humans qui était passée à la télé, c'était très bien abordé. La famille avait mis un robot chez le grand-père et le robot était chargé de surveiller que le grand-père ne buvait pas trop de café, pas de vin, prenait bien ses médicaments. Et en gros, le robot passait son temps à engueuler le grand-père. Et à ce moment-là, voilà. Alors, en même temps, c'est la mission qu'on avait donnée au robot, mais il va pourrir la vie de son utilisateur. Donc, c'est vraiment une question qui est très compliquée pour nous, parce que le robot, il fait vraiment ce qu'on lui demande. Le concepteur, celui qui a payé le robot, il est très content. En revanche, l'utilisateur final, il n'est pas très content. Donc, c'était une limite qu'ils ont vue très bien, très vite, et avec beaucoup de pertinence. Alors nous, par exemple, après, il y a aussi... je ne veux pas qu'il fasse des choses que moi je saurais faire. Donc il faut que le robot aussi, quand on lui demande une tâche, que le robot soit capable de dire écoute, ça tu peux le faire toi-même. Et donc pour que la personne, pour pas qu'on arrive dans le cas du film Wall-E, où à la fin du film, tous les humains sont devenus gros parce que les robots font tout le travail à leur place. Donc on travaille aussi sur le robot doit estimer la tâche, quelle partie le robot doit faire, quelle partie son utilisateur peut faire. Voilà. Et tout ça, ce sont des dimensions que, encore une fois, l'ingénieur n'a pas forcément pris en compte au début, mais qu'à l'usage, on découvre que c'est essentiel pour l'acceptabilité. L'acceptabilité par l'utilisateur, mais l'acceptabilité par l'entourage aussi. Et si l'entourage voit que le robot, un peu en complice de l'utilisateur, il dit moi je veux bien te donner le bro, mais tu peux te servir toi-même de l'eau depuis le bro. Voilà, ça fait qu'il y a une vraie prise en compte de l'être humain qui est en face du robot. Alors là, on est sur une problématique majeure qu'on a, quel que soit l'âge d'ailleurs. C'est je veux garder mon autonomie. Et on l'avait vu d'ailleurs sur une étude qui avait été faite avec la Fondation, qui était autour du chez-soi. Et quand les gens disaient, le premier élément que je veux, c'est savoir où sont mes papiers. Parce que je veux garder mon autonomie. Et d'abord, mon autonomie administrative. Finalement, c'est toujours la même chose. C'est je ne suis pas un numéro, je ne veux pas être anonyme, et ainsi de suite, qui est une demande sociale de tout le monde, quel que soit l'âge. Céline, vous disiez tout à l'heure que justement, il y avait entre autres cette marche qui était permise. Et justement, cette marche, elle permettait aussi, parfois les gens sont lents, et du coup, on va aller plus vite, on va la mettre dans un fauteuil, et puis on va les pousser. Et du coup, ils marchent de moins en moins. Le robot, il permettait ça aussi. C'est du coup, c'est pas grave que ce soit long, puisqu'il n'y a pas un autre être humain qui fait pendant ce temps-là autre chose. Donc ça aussi, ça répond du coup à la problématique.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'à l'origine, sur le contexte de cette expérimentation sur notre EHPAD, c'était ça, c'était de maintenir l'autonomie le plus possible des résidents qui étaient en fait en fauteuil roulant et qui marchaient par exemple seulement avec leur rééducateur dans les séances de kinésithérapie ou avec les autres paramédicaux. Et de se dire qu'en fait, c'était dommage que ces personnes qui avaient des capacités motrices suffisantes pour marcher sur un court périmètre soient obligées d'être en fauteuil. Donc le fait de marcher avec un robot, et c'est ce qui avait été étudié, c'est qu'en fait, en plus sur la réalisation de ce transfert où le soignant pousse le fauteuil, il y a très peu d'interactions, des interactions visuelles, d'où le positionnement, et aussi très peu d'interactions. Et en fait, favoriser du coup ce temps soignant pour des interactions de qualité en face à face, comme on l'a dit tout à l'heure, etc. Et dans du maintien de l'autonomie au niveau de l'aspect rééducatif pur. D'accord. Et c'est vrai, juste, je voulais revenir pour les limites aussi, les résidents, c'est important pour eux que les robots ne ressemblent pas trop à la réalité qu'ils connaissent. Par exemple, j'ai le cas d'un résident donc dans un service Aloïs, donc qui accueille des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, où un résident s'est fait leurrer par le robot chat. Donc il est allé vers lui, plein d'émotions et tout, et en fait il s'est rendu compte que c'était un robot. Et du coup, il a pris le robot et il l'a poussé. Il a dit non, mais c'est quoi ce truc empaillé là que vous mettez Et du coup, alors, je pense que c'est une de leurs limites aussi à eux, c'est que de ne pas être leurré ou de ne pas avoir l'impression d'être manipulé sur ce qu'on leur met en face d'eux. Alors, c'est très intéressant, parce que oui, et surtout sur la question humanoïde. C'est-à-dire que très souvent, on a entendu, il faut que vous qui travaillez dans le design justement, il faut que le robot ressemble à un être humain, ainsi de suite. Est-ce que vrai, faux? Alors, humanoïde, pas humanoïde. Je rebondirai juste sur deux anecdotes avant, je vais me permettre. Oui. Sur la mobilité. L'importance de l'expérimentation, parce que c'est fantastique de faire ça, c'est-à-dire d'accepter d'avoir des robots dans les maisons de retraite, parce que c'est un vrai travail avec l'équipe. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a atteint les limites de l'observation. On ne peut pas aller observer dans la vie des gens. Comment ça se passe de conduire une voiture autonome, comment ça se passe, il n'y en a pas. Donc il faut expérimenter. Et en plus, on découvre des choses incroyables puisqu'on n'est pas du tout, on n'a aucun référent en fait. On n'a aucune projection possible, donc c'est très compliqué. Normalement, on fait toujours, en design, on parle d'analogie. C'est-à-dire que quand on design quelque chose de nouveau, on va essayer de retrouver dans d'autres situations quelque chose qui ressemble. Mais alors, les robots, c'est le monde de l'inconnu. Donc il y a ça, donc ces expérimentations sont super importantes. On a fait un Living Lab à SoftBank, grâce à SoftBank, qui nous ont permis d'aménager, pendant 2 semaines, on a aménagé un appartement de personnes âgées et on s'est mis nous-mêmes en situation avec la personne âgée. Et donc je me souviens d'une scène très intéressante, et donc là je reviens sur la... Donc il y aura 2 réponses pour la mobilité et pour les limites des personnes âgées. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est l'autre côté? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand c'est les personnes âgées qui n'ont pas de limite avec le robot, hein? Parce qu'il y avait une scène où, effectivement, Charles Fatal, docteur qui travaille avec nous de l'association Approche sur les robots dans les hôpitaux, était allongé. Et en fait, on teste aussi notre propre réaction sur quand un robot s'approche de nous et qu'on est allongé, soit assis dans un fauteuil, soit assis dans un lit. Bah déjà, imaginez-vous Pepper qui arrive vers vous. C'est pas la même chose que quand c'est une vraie personne. Et donc là, il a simulé le réflexe d'une personne âgée qui prend sa canne et qui tape le robot. Est-ce qu'on a le droit de faire ça aussi, dans l'autre sens? Donc nous aussi, on doit se poser des questions dans les 2 sens. Comment ça se passe quand il y a des réactions comme ça épidermiques? Et puis, pour en revenir à la mobilité, on a fait beaucoup de tests parce que, c'est quoi un déambulateur robot, quoi? Dans quel sens? Et à un moment donné, il y a eu une ergothérapeute qui a pris Pepper et qui l'a retourné. Et en fait, ça marche tellement mieux quand Pepper, il avance à l'envers. Et que c'est la personne âgée qui le suit, qui a l'impression de le guider, le robot, mais qu'en fait, non, c'est le robot qui l'attire. Seulement, Pepper, il n'a pas Dieu derrière la tête. Non. Et du coup, ça nous a intrigués. On s'est dit, non, il ne peut pas marcher à l'envers, Pepper. Mais ça marche tellement mieux. Donc, c'est des belles découvertes aussi sur ça. Et il faut expérimenter. Sans expérimenter, voilà, on n'aurait peut-être pas pu penser à ça. Et donc la question, c'était les humanoïdes? Non, c'était très bien déjà. Oui. Alors, on va tous garder sur l'activité physique, de marcher à l'envers, c'est aussi important. Voilà. Non, mais et puis en plus, ça travaille le. Voilà.
Mais voilà, c'est la puissance de l'expérimentation, l'importance de l'expérimentation cadrée, voilà, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire c'est pas que soit des ingénieurs, que des personnels soignants, mais aussi par exemple des designers qui vont pas avoir le même regard, qui travaillent tous ensemble. Ça, c'est puissant et c'est ce qu'on fait avec par exemple Corian dans les partenariats, c'est ce qu'on fait dans les projets de recherche avec Rodolphe, et ça c'est très puissant, c'est très très puissant. Et donc pour nous, effectivement, on s'est permis après 1 an, 2 ans, les 2 premières années de travail de recherche avec SoftBank et avec Nao et Roméo. Le Roméo, c'est le robot plus grand qui ressemble vraiment à une personne humanoïde. Au bout de l'observation de tous ces nouveaux territoires, on s'est dit mais pourquoi diable il faudrait qu'il soit humanoïde? Pourquoi diable faudrait-il qu'il ressemble à un robot? Et donc on a que le robot ressemble à un humanoïde. Ouais. Et donc un être humain, quoi. Un être humain. Et donc en fait, on a remis en cause cette dimension-là suite au retour terrain. Et donc, on a fait dévier un tout petit peu le projet de recherche en nous-mêmes créant des robots qui ne ressemblaient pas à des humanoïdes, ou alors qui étaient des humanoïdes complètement déformés parce qu'ils répondaient à une fonction qui nous permettait d'être plus proche de certaines interactions avec la personne âgée. Donc, par exemple, on a créé un robot qui ressemble un peu à un chien, un chacal, pour être exact, qui s'appelle Anubis. Donc vous verrez un peu le lien imaginaire associé assez puissant, puisqu'on vous parlait de tension en design, on aime bien les tensions. Donc une Anubis, c'est le dieu qui accompagne les morts dans leur dernière maison. Et en fait, ce robot a des très très grandes roues, parce que finalement c'est ce qu'on voulait, et puis des énormes bras, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est d'avoir des très très grands bras, et pour pouvoir faire plein de choses. Et par exemple, pour pouvoir, à côté de la personne âgée, lui tenir son miroir. On ne va pas la coiffer elle-même, mais on va lui tenir le miroir. On va lui tenir des choses plutôt que de faire à sa place. Enfin, voilà. Et donc là, la place du robot, c'est pas d'être un être humain très présent, c'est plutôt d'avoir une espèce de grand bras qui est assez agile et qui permet de faire ça et qui reste assez discret. Donc voilà, donc on a testé ce type de figure pour pouvoir effectivement identifier est-ce qu'il y a des situations d'usage qui sont plus justes quand on est avec d'autres formes de représentation et d'autres situations d'usage qui nécessitent d'avoir une présence physique formelle de robots plus humanoïdes. Merci beaucoup de cette réponse extrêmement directe. Et peut-être avant de poursuivre, on va regarder un petit film qui va permettre aussi d'avoir un autre regard, justement. Puis après, on continuera les questions et les réponses. Another shipping forecast issued by Met Office at 22:40 on Saturday the 18th. There are warnings of gales in all areas except Trafalgar. The general synopsis at 1800, Iceland 960, drifting slowly east and filling. Low 250 miles northeast of the Faroes 9540 by 1800 Sunday. High Trafalgar 1033, slow moving with little change. The area forecast for the next 24 hours. Viking, north and south Utsira, 40. Is it Chinese? Is it Japanese? James thinks it's Chinese. This little vase is Japanese, and there are there are several things that we look at. If we first look at the little band that encircles the neck. Seriously, you know, I've never heard they say 150 pounds. 150. Any advance in 50. 80, 90 pounds. Any advance in 90 pounds. All done at 29% swing. We are seeing the entire shape of British politics changing before our eyes. Look at that. It is right up. It's almost breaking our swingometer. Horrifying column that for the Lib Dems, down 27%. Viking, northwest 5 or 6, wintry showers, good, occasionally poor. North at Sierra, south at Sierra, east 40s, variable 4, becoming southeasterly 5 or 6, west 40s, Cromarty, Forth, Tyne, west Dogger. No Wiley, no red line for you until high scores, but let's
let's see, Noel Wiley. Is it right? How many people say? Serving capture of all on here, 254. No. I think you probably will. I mean, it comes down. I tell you what, you've got several years of Sundays. Okay. I can heartily recommend. To do the pointless thing of making up names. And that stacks the odds against me. Yeah, I'm thinking Brown's Now in winter, the sharks are focusing all their attention on the offshore islands, full of young seals. By watching how the sharks hunt here, Alison has learned what time of day an attack is most likely. Here is the general synopsis at 0700 GMT. Cow in sea area Shannon moving slowly eastwards and filling. Sorry, that should be low in sea area Shannon. And now the area reports. Viking, northward Sierra, southward Sierra, rain at times, good. Westerly becoming cyclonic, good. Humber, Thames, Bedford, Leyland, Daff, Dover, Seoul, Hake, rain at times, good. White, Portland, Plymouth. Now, subway systems from around the world. Will you either tell us in which city of systems, please? Best of luck. Okay, let's reveal our 5 subway systems, and here they come. We have got that made you think Paris. New York City from Andy and Julian. 50. David and Rachel are going to say. Is it going to be 15 though? Is it down to that 7? Very well done indeed. To be honest, I think maybe this is so many films and what have you, isn't it? Now, A is London. Chink of light getting inside the telescope. The astronauts had to get the latch to lock. If you copy, Jeff's just working, putting the doors back together and thinks he seems to close the gap. And we're going to press on. If you've got a way to do it, do it. Trap and a ratchet. Floating Story Musgrave improvised a solution. It was a success. The astronauts were elated. Ça fonctionne assez bien comme petit film. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interrogations, remarques dans la salle? Parce que là, on a eu beaucoup par Twitter, mais est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, interagir, comme on dit, voilà, ou faire part d'une expérience diverse? Bonjour. Est-ce que dans vos expérimentations, vous avez essayé d'évaluer aussi la partie intelligence artificielle de robots et pas seulement l'aspect interaction avec les personnes humaines? Alors, qu'est-ce que vous entendez par intelligence artificielle? Parce que bien sûr, il y a de l'intelligence artificielle dans nos robots. Est-ce que vous pensez à une fonction en particulier? Les fonctions qui donnent la partie indépendance et l'aspect de capacité de réaction en fonction des différentes situations non prévues initialement. Alors, oui, c'est bien sûr, on y pense et c'est vers là qu'on se dirige, vers un robot qui soit de plus en plus autonome, qui soit capable de prendre des décisions. Voilà, je parlais du cas du robot qui va réagir de façon différente suivant que la personne est de bonne humeur ou est triste, elle est fatiguée ou elle est en forme. Donc ça, derrière tout ça, il y a de l'intelligence artificielle. Dans le fait que le robot puisse se déplacer, aller d'une pièce à une autre en évitant des obstacles, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle aussi. En revanche, je rebondis sur ce que vous dites, le fait que le robot puisse s'adapter à des situations qui ne sont pas prévues, ça non. On ne sait pas le faire et personne ne sait le faire en fait aujourd'hui. Aucune intelligence artificielle ne sait réagir devant des situations qui n'ont pas été prévues. Ou alors il va avoir une réaction qui sera probablement inadaptée et qui peut être rigolote. Parfois, ce qui nous arrive, c'est que nous, on a programmé le robot pour des tas de situations. Il y a une situation qu'on n'avait pas prévue qui arrive et le robot va réagir d'une façon souvent amusante, peut-être un jour dangereux. Mais voilà, et l'intelligence artificielle dont on rêve tous, c'est que le robot spontanément dise ah bah je m'aperçois que là j'ai pas eu le bon comportement et donc je vais apprendre de mes erreurs. Voilà. Donc cette intelligence artificielle, là on en est très loin. Ça c'est de la recherche pour que le robot soit lui-même capable. Pendant longtemps, ce qui va se passer, c'est que nous, ingénieurs, on regardera à distance ce qui s'est passé. La personne a exprimé son mécontentement, donc on en reparlera avec les thérapeutes, avec les gens du design, en disant bah voilà, dans cette situation qu'on n'a visiblement pas prévue, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Donc cette adaptation sera assez manuelle. C'est exactement ça.
Et là, on retombe sur une question qui est aussi assez délicate, c'est pour que nous on s'aperçoive de ça, il faut que tout ce que le robot voit, on puisse l'analyser après coup. Donc ça veut dire que on doit être un espion permanent de ce qui se passe chez la personne âgée. Et voilà, donc c'est des choix à faire. Il faut informer les gens et leur dire est-ce que vous êtes d'accord pour que dans le cadre de l'amélioration du robot, on regarde tout ce qui se passe, on analyse les erreurs. Et là, tout le monde ne voudra sans doute pas. Mais nous, ce qu'il faut, c'est dire aux gens, on vous laisse le choix. Soit on fait progresser votre robot plus vite, mais à ce moment-là, il faut nous laisser absorber tout ce que le robot voit. Soit oui, le robot va progresser moins vite, mais à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui sort de chez vous. Merci. Le robot est quand même, c'est ce qu'on le voit ici là, dans le film. Le robot, c'est quand même un super espion. Voilà, parce qu'il a des capteurs en permanence, il regarde sans arrêt, et ça peut être vu comme ça. Et c'est une des contraintes, une des peurs des gens qui vont avoir des robots chez eux. Et comme on a aujourd'hui avec nos Google, nos Amazon Echo et Google Home, il y a toujours ce doute de mais est-ce qu'il n'est pas tout le temps en train d'écouter ce que je dis et d'envoyer tout ce qui se passe chez moi à des grands méchants GAFA qui vont après me refourguer leur soupe. Ça, c'est une inquiétude chez nous. C'est la même, par exemple, au Japon. Je n'ai pas d'écrit là-dessus. Je pense qu'ils sont quand même un peu moins inquiets et ils avalent un peu n'importe quoi comme technologie. Et d'ailleurs notre robot Pepper qui est pas du tout fait pour être à la maison, hein, c'est un robot qui est plus pour l'instant. Il y a des tas de particuliers au Japon qui se sont achetés un robot qui fait pas grand chose, c'est hormis prendre la place dans leur appartement, mais ils sont contents avec ça. Donc ça montre que ils sont quand même très très bienveillants et ils aiment tellement la technologie qu'ils sont prêts à mettre leur mouchoir sur un certain nombre de défauts, de limitations, voire de risques que le robot pourrait introduire chez eux. Oui, combien d'expérimentations ont été menées aujourd'hui ? Est-ce qu'on est du coup sur des temps courts ou longs ? J'ai pas bien compris si c'était une semaine, un mois, 6 mois. Et quand est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un peu plus des expérimentations, mais une réalité, et quels sont les freins à lever avant d'avoir vraiment un EHPAD qui intègre un robot dans son équipe ? Alors, je vais contribuer à la réponse. Donc là, sur les essais qu'on a faits, les essais duraient une semaine avec une personne, 7 jours sur 7. Donc une personne vivait avec un robot pendant une semaine, 24 heures sur 24. On a fait ça avec 3 personnes en parallèle, je crois. Et on a fait... voilà. Et on a fait une fois 3 séries comme ça et une fois 5 séries. Donc c'est encore une toute petite cohorte. Enfin, nous, à notre échelle, c'est énorme, mais à l'échelle de ce que c'est qu'une vraie expérimentation clinique, par exemple, c'est ridicule. On a aussi ralenti les expérimentations, c'est quelque chose que je tiens à dire, parce que nos robots ne fonctionnent pas très bien encore. Donc c'est l'autre élément de la réponse. Qu'est-ce qui nous limite dans le déploiement plus grand de tout ça ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des tas de limitations technologiques, et notamment la reconnaissance vocale, qui est l'interaction qu'on a privilégiée, parce que quand vous avez un robot humanoïde, spontanément, vous ne cherchez pas un clavier, vous lui parlez. C'est pour ça qu'on fait, nous, des robots humanoïdes, pour répondre à la question. Mais pour ça, il faut que la reconnaissance vocale fonctionne très très bien. Et voilà, alors encore une fois, comment la conception du robot a une influence là-dessus. Pepper fait 1m20. Donc 1m20, c'est petit pour tout le monde. Un robot d'1m20, vous le regardez de haut. Et les micros de Pepper, on l'a mis dans son crâne. Donc comme ça, la plupart des gens qui parlent à Pepper parlent directement sur les micros. Quand une personne est assise dans son fauteuil ou sur son lit, elle est en dessous de Pepper, ce qui fait que sa voix ne rentre pas dans les micros. Vous voyez, donc là, on a payé le fait que ce robot n'avait pas été conçu pour interagir avec des gens assis, mais avec des gens debout. Et du coup, son audition, elle n'est pas bien tournée vers des gens qui sont assis. Donc ça fait partie des tas de... Alors, une fois que je vous le dis, après coup, ça vous paraît tout bête. Mais voilà, quand on se lance dans une conception, il y a tellement de choses auxquelles penser que voilà, ça fait partie des choses qu'on oublie. Donc, il faut déjà que le robot il réponde bien à la voix. On a aussi un problème de navigation. Il y a pas mal d'obstacles. Nos robots étaient prévus pour détecter des murs, normal. Hein, donc, et pour ça, on peut avoir des capteurs assez simples, un peu comme les ultrasons qu'il y a sur les voitures, qui donnent des mesures assez ponctuelles. Mais dans un environnement quotidien, il y a des objets comme les pieds des tables là. Ces capteurs très ponctuels ne les verront jamais. Donc le robot se cogne beaucoup encore dans son environnement. Donc c'est tout ça, des petits détails qui d'un point de vue recherche en robotique sont réglés depuis très longtemps.
En revanche, quand on fait un produit et où on a fait des tas de choix de design, donc de conception, de choix de capteurs, eh bien, on s'aperçoit que les choix qu'on avait faits pour un robot qui initialement était prévu pour faire de l'accueil dans des magasins ne sont pas forcément les bons pour faire de la navigation dans un EHPAD. Autre détail, dans un EHPAD, c'est très bien, alors je sais pas, mais en tout cas dans les chambres où on a pu travailler, presque tous les meubles sont surélevés pour que le nettoyage soit facile, qu'on puisse balayer facilement dessous. Et ça fait que tous les objets que le capteur du robot est capable de détecter qui sont très bas, il n'y a rien. Donc le robot ne voit rien et il se cogne dans le lit parce que le lit est surélevé. Et voilà. Donc tout ça, ce sont des petits détails qui font que l'intégration aujourd'hui de ces robots sont encore un peu difficile, et moi j'estime à 4-5 ans avant qu'on ait vraiment un déploiement industriel de ce type de machine dans les... Et ça répond aussi à peut-être une question qui a été posée sur quel accueil il y a par les personnels soignants de ces systèmes-là. Il peut y avoir une petite méfiance au début, et puis après quelques heures d'expérimentation, ils disent bon, ça va. On a encore un peu de marge avant que le robot nous mette en danger. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que bon, je prends souvent Terminator comme exemple. Dans Terminator, vous voyez que le robot, il arrive du 50e siècle, et donc il est parfait, et donc il fait des tas de choses. C'est pas comme ça que ça va se passer dans la vie. Malheureusement, moi, mes robots, ils viennent pas du futur, il faut que je les fasse. Et il n'est pas parfait. Et donc le robot, aujourd'hui, fait pas grand-chose, il va en faire de plus en plus, et tout le monde va s'habituer à avoir des robots qui aujourd'hui font pas grand-chose, puis demain un petit peu plus, et on va grandir avec les robots. On va apprendre à se servir des robots, et au fur et à mesure que les robots évolueront, nous, société, pas nous fabricants, mais vous, société, utilisateurs de ces robots, vous nous direz dans quelle direction il faut aller. Et c'est pour ça que moi j'ai très confiance dans le fait que le robot prendra jamais le pas sur l'être humain, parce que c'est l'être humain qui fait les robots. Et donc c'est l'être humain qui décidera ce qu'on en fait, où on le met, où on le met pas. C'est vrai que c'est toujours une question d'imaginaire. On a vraiment l'impression que le robot, c'est déjà un être humain aujourd'hui, et on est loin de ça. D'ailleurs, nous, dans les expérimentations, ça a été notre premier blocage, c'est-à-dire qu'on avait prévu des scénarios d'usage de folie, en fait, avec plein d'enchaînements d'actions, etc. Et en fait, non, c'est compliqué pour un robot d'enchaîner plein d'actions, donc on n'y est pas. Donc aujourd'hui, effectivement, pour l'instant, un robot fait une chose, et s'il doit enchaîner 2-3 choses qui sont finalement l'homme dans sa complexité ou la femme dans sa complexité, c'est ça, c'est l'enchaînement. Et là, on n'y est pas encore, effectivement. Donc ça, c'est le point le plus important. Et effectivement, c'est ce que constatent les gens quand ils ont les robots en interaction avec eux. On n'y est pas encore. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, juste du coup pour parler du robot chat. Donc Mathilde Trot qui est là, du coup référente TNM pourra le dire, mais du coup le robot chat va être intégré au matériel du chariot Flash pour la prochaine phase de déploiement. Donc du coup il pourra, les observations pourront être davantage bénéfiques pour la recherche, et en plus ça pourrait être un outil médiateur utilisé au quotidien dans les établissements Corian en tout cas. Et donc, du coup, on utilise plusieurs types d'outils. Donc, les roboticiens qui se mouillent comme SoftBank, parce que c'est du travail de mettre des robots dans les chambres pendant 24 heures sur 24, etc. C'est un vrai travail. Et on utilise d'autres médias aussi pour travailler. Et comme par exemple le film que vous avez vu, qui a été fait par une agence de design, de recherche en design, c'est-à-dire qu'on va se travailler sur ce qu'on appelle un peu de la design fiction. Donc, Real Human, c'est un très bon exemple. Black Mirror aussi, c'est-à-dire que c'est la vraie vie, mais en fait c'est twisté, quoi. Et finalement, ça pourrait ne pas être si faux que ça. Et je reviens sur cette fameuse tension. Il faut aussi travailler sur ces scénarios pour se dire est-ce que c'est vraiment là que je veux aller, parce que finalement c'est ça qui nous aide aussi à concevoir, aussi bien les robots que les interactions. Ça provoque un débat, c'est ce qu'on appelle le design for debate, et c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas dans quel avenir on va, donc il faut qu'on se prépare tous ensemble, avec à la fois des expérimentations et il y a toujours une dimension éthique qui est très présente, toujours présente. On se repose en permanence la question, mais où est-ce qu'on va avec ça et qu'est-ce qu'on veut vraiment ? C'est pour ça qu'on observe énormément, qu'on est très attentif à qu'est-ce qu'on peut capter, comment, etc. Et puis, il faut quand même se dire, OK, et demain, si c'est ça, est-ce que c'est là qu'on veut aller, ou un petit peu, ou pas beaucoup ? Voilà, le film que vous venez de voir, à la limite, c'est le côté super intéressant de se dire, oui, mais l'être humain, il sera toujours là, et il va twister le truc, quoi. Merci beaucoup. Alors, en fin de compte, si on voulait résumer, on aura les robots qu'on mérite.
comme on aura la société qu'on mérite. Et c'est toute la question de comment on est capable d'instaurer des processus démocratiques pour que le robot ne prenne pas le pouvoir, pour que certains techniciens ne prennent pas le pouvoir, pour que des facteurs antidémocratiques de surveille... Oui, voilà. Au-delà, en effet, de l'apprentissage technique, c'est la question de la diététique, tout simplement intellectuelle. C'est-à-dire, voilà le risque, voilà ce qui peut être fait, voilà aussi jusqu'où ça peut aller. Techniquement, ça peut y aller, mais c'est aussi les risques, et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça, encore une fois, c'est à nous tous, et cette soirée y participe, c'est à nous tous de dire jusqu'où on est prêt, jusqu'où on pense que c'est dangereux, à partir de quand c'est dangereux, comment ça peut s'organiser, qu'est-ce que ça peut être l'apport, toujours pareil, face à une... Je vais reprendre Georges Simmel, quoi. Face à un idéal, ce qu'on estime être un idéal, ce qui serait là une meilleure manière d'accompagner les plus âgés, une meilleure qualité de vie, une meilleure autonomie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble et à partir de quand ça rentre plus dans ce meilleur. Ouais. Tout l'enjeu sera là. On va s'arrêter sur cette partie-là parce que sinon, on a déjà pris un petit peu de retard, mais c'est passionnant, mais ça intéresse et tout ça. Je vais demander... à Aude de bien vouloir me rejoindre pour présenter le livre blanc que nous avons fait autour d'un autre sujet qui était le sujet précédent. Et donc, et d'abord, on vous remercie et on vous applaudit. Voilà. Merci encore. En plus, il y en a un. Je vous rappelle qu'après, on pourra discuter, il y aura un cocktail et tout ça, on pourra continuer la conversation. Aude. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, Madame Boissard, vous l'annoncez en début de ce plateau. La Fondation va apporter sa contribution aux discussions prochaines des révisions, lors des révisions des lois bioéthiques. Alors d'ailleurs, les discussions de ce soir, parce qu'il y a un volet intelligence artificielle dans ces lois bioéthiques, donc les discussions de ce soir, le séminaire que l'on a eu avec le conseil scientifique vont nous servir justement à mettre en avant un certain nombre de pistes de réflexion qui pourront être en tout cas soumises aux parlementaires cet automne. Et comme on vous l'avait annoncé également en février lors du plateau intitulé La mort, parlons-en, nous avons également donc réalisé un livre blanc qui est d'ailleurs à votre disposition ce soir, intitulé La mort en établissement, un tabou à dépasser. Et en fait, ce livre blanc, c'est vraiment la synthèse de l'ensemble des discussions, des réflexions que nous avons eues depuis un an, avec le comité scientifique et bien sûr animé par Marie de Henzel. Voilà, ces discussions, on les a eues en région. On a eu, je crois, 5 ou 6 matinales sur ce sujet-là. On est allé à la rencontre des professionnels en région, de l'ensemble des professionnels qui accompagnent au quotidien des personnes en fin de vie. Et on s'est dit, voilà, il faut que toutes les propositions, les réflexions, les bonnes pratiques qui ont émergé à l'occasion de ces matinales, eh bien, il faut les synthétiser voilà, sous forme de propositions dans un livre blanc. Donc c'est ce que l'on a réalisé. Alors on a en fait décliné 5 thématiques qui ont émergé justement à l'occasion de ces réflexions. Donc bien sûr sortir du déni de la mort, on en a largement parlé ici même au mois de février. Comment rendre hommage aux défunts, comment accompagner aussi le deuil blanc en établissement, respecter la volonté de la personne, accompagner, sensibiliser, écouter les familles et professionnels. Voilà, donc ce livre est à disposition. Je vous invite vraiment à le découvrir. Ce sont des témoignages et des actions très simples et concrètes que on invite chacun à s'approprier ces réflexions, ces bonnes pratiques, à pouvoir en parler en établissement et voilà, sortir justement de ce déni et de ce tabou.
J'en profite quand même pour remercier Isabelle Leprévost, qui est au fond de la salle là-bas, qui nous a accompagnés justement pour la rédaction de ce livre. Et merci vraiment chaleureusement, parce que je trouve que le rendu est vraiment fidèle à toutes ces discussions que l'on a eues, et à l'ensemble des équipes de la communication qui nous ont aussi largement accompagnés. Emmanuel, Valérie, et puis Dricia, bien sûr, qui est là. Voilà, donc c'est un très bel ouvrage, je vous invite à le lire. Merci beaucoup. Merci. Alors, le livre sera sans doute accessible là-bas sur la table. Il y a aussi le magazine Gyroscopie qui est accessible. Les deux sont gratuits. Ensuite, il y a un libraire derrière. Et là, il y a des livres. Et là, les livres sont payants. Mais voilà, tout ça fait partie. Je voulais juste dire aussi que cette démarche, elle synthétise aussi très très bien la démarche qu'on a voulu initier avec Sophie Boissard. C'est-à-dire que c'est à la fois la Fondation, c'est un lieu de pensée. Un lieu de pensée. D'abord, un lieu de pensée avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Par exemple, Marie de Henzel est une référence absolue. Elle a accompagné le travail, elle s'est impliquée. Mais, voilà. Et donc, on a réfléchi ensemble. Et puis, deuxième aspect, ce n'est pas qu'un lieu de pensée, c'est aussi un lieu d'action. Et donc, aussi des groupes de travail qui ont été menés, des choses qui ont été faites partout en France. C'est-à-dire que c'est aussi comment les acteurs eux-mêmes s'approprient, mais font aussi passer leurs difficultés, leurs attentes, leurs remarques, et ainsi de suite. Et donc, c'est bien la conjonction de ces deux éléments-là qui permet ensuite de sortir des documents, mais qui permet surtout d'avancer ensemble et de se dire, tiens, voilà notre pratique, jusqu'à présent, a été comme ça, mais on peut la faire progresser, et ainsi de suite. C'est aussi ça, je crois, la richesse de cette fondation. C'est pas juste de penser ou de dire ou de faire la morale, c'est bien plus que ça, c'est de réfléchir avec les personnes, et pas pour les personnes, et d'avancer ensuite ensemble, et tous, on a un regard différent après qu'avant. Et sans doute un regard qui est plus actif, qui est plus acéré et qui est plus utile, y compris évidemment pour les personnes les premières concernées, celles qu'on accompagne. Et je trouve que ça synthétise très bien tout le projet qu'on a voulu mener depuis maintenant, c'est notre première saison. Hein, donc l'air de rien, voilà. Je trouve qu'on est arrivé, voilà, et que ce livre, il symbolise ça aussi. Encore une fois, j'avais dit, pour résumer d'un mot anglais, moi qui suis nul en anglais, think tank et do tank. Voilà, c'est penser et faire. Et je crois que c'est aussi ça que l'on doit faire. On doit penser, parce que faire, si on pense pas, on fait pas nécessairement bien. Et puis si on se contente de penser, voilà, ça va pas suffisamment. Je m'arrête là et je vais demander à Sophie Boissard de bien vouloir justement conclure ce plateau, ce dernier plateau de la saison. Merci Serge. Très, très rapidement, comme tu l'as dit, ça clôt notre première saison des plateaux de la Fondation. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Serge, Aude et tous ceux qui ont permis cette initiative de voir le jour. Vous remercier aussi, vous qui êtes ici présents ce soir et sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ces plateaux sont très suivis, en direct et sont aussi, on le voit bien, regardés et circulent sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça prouve qu'on a besoin de lieux dans lesquels débattre sans enjeu, de manière très directe et en mélangeant finalement plusieurs expériences et plusieurs approches sur ce grand sujet de la santé et de la prise en charge de la dépendance et du grand âge. Donc merci à vous d'avoir jusqu'à présent soutenu, encouragé et nourri cette démarche. Et je suis d'ores et déjà très heureuse de vous dire qu'il y aura une saison 2. Je vais vous dire dans quelques minutes par quoi elle commencera. Peut-être pour vous dire aussi ce que vous remercier les intervenants de notre plateau sur les robots et peut-être en quelques mots synthétiser ce que j'en retiens. Moi, j'aborde cette thématique des robots en milieu de santé et en particulier dans l'univers du très grand âge avec beaucoup de réticence, vous l'avez peut-être senti. Et je dois dire que je sors plutôt soulagée et inspirée, ou intéressée en tout cas des échanges, pour deux raisons. D'abord parce que, et je suis très contente de ce que vous avez dit, on a du temps. Autrement dit, les robots ne vont pas débouler effectivement du 50e siècle en étant omniscients et prendre le pouvoir. Et c'est peut-être un peu la représentation parfois qu'on en a de manière, en tout cas que j'en ai personnellement, avec une grande peur de se retrouver dans un univers
complètement technologique et complètement processé, alors que notre métier est avant tout un métier tellement profondément humain et un métier de contact et d'accompagnement. Donc, de vous entendre dire il y a du temps, on est encore au prototype et il faudra encore, j'ai retenu vos 4 à 5 ans, pour que, maîtrisant la voix et maîtrisant finalement finement ce que peuvent faire ces robots humanoïdes, ça nous laisse le temps à nous de grandir et de les acclimater dans notre univers de soignants. Ça, je pense que c'est un point important. Deuxièmement, je suis très intéressée par ce que vous avez dit sur le robot comme initiateur, vecteur, installateur de contact. Et ça, voilà, je trouve ça très très riche et du coup ça change complètement l'approche. C'est pas le robot à la place d'eux, mais c'est le robot comme permettant. Et ça, je pense que ça va nous aider à creuser, utiliser le temps dont on dispose pour réfléchir finalement à utiliser ces robots comme étant une manière de créer, de recréer, de susciter plus de contacts, en particulier pour les personnes atteintes souffrant de troubles cognitifs, qui est quand même le sujet majeur auquel nous sommes confrontés dans l'univers du très grand âge. Et puis le dernier élément, c'est quand même le film qui fait très peur, parce qu'on se dit qu'effectivement, quand on est comme cet homme-là, en capacité de tourner le système, c'est facile, et à la limite, c'est drôle. Mais en réalité, pour nous, en tout cas, soignants et accompagnants de personnes fragiles ou en état de dépendance, on n'est pas forcément capable de twister. Et ça peut très vite devenir Orwell ou vraiment Big Brother. Et donc, voilà, c'est bien qu'on ait du temps, c'est bien qu'on y réfléchisse ensemble. Et je pense aussi, en tout cas pour une entreprise comme Korian, ça doit nous amener certainement aussi à embarquer cette réflexion-là dans une démarche éthique. Parce qu'il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses qui sont parfaitement inacceptables, même si c'est pétri de bonne intention, comme d'avoir une fourchette pour vérifier ce que vous mangez ou de vous obliger à vous coucher à 10h du soir. Ça devient très vite vraiment une entrée, une intrusion inacceptable dans la liberté et le libre choix de chacun. Donc voilà, très, très riche, beaucoup de choses à en retirer et je pense que ça va nous accompagner encore. Il va falloir qu'on apprenne effectivement à grandir et à garder le contrôle, comme vous le dites, plutôt qu'à se laisser contrôler. Voilà, alors rendez-vous à la rentrée scolaire, même si ce n'est pas vraiment notre rythme à nous. Enfin, rendez-vous en septembre, après l'été, pour vous présenter, partager avec vous les résultats de notre baromètre. Donc, vous savez, le baromètre qu'on réalise maintenant, ce sera la 3e édition du baromètre. Et cette année, vous vous en souvenez peut-être, sous la houlette d'ailleurs de Serge, on a mené tout un travail pour questionner notre échantillon représentatif, donc dans nos 4 pays de Korian, sur l'utilité. Alors, on ne savait pas qu'on tomberait pile poil dans les réflexions, dans les débats du moment, mais au moment où la ministre de la Santé vient d'annoncer sa feuille de route et le lancement d'un grand débat sur la prise en charge du grand âge, eh bien, nous, on apportera là encore notre pierre à l'édifice en rendant compte de la manière dont on perçoit l'utilité, où les seniors eux-mêmes perçoivent leur utilité et dont la société perçoit l'utilité des seniors. Donc, on n'a pas encore les résultats, mais on attend avec beaucoup d'intérêt et on sera heureux de les partager avec vous au mois de septembre et donc de lancer la saison 2, voilà, à un très haut niveau de débat et j'espère que vous serez nombreux à revenir en 2e saison. Merci beaucoup.